C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smartech. On est ensemble en direct comme tous les jeudis à 10h45 sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table pour commenter cette actu, j'ai le grand plaisir d'avoir Dorothée Decropp avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Exatrust. À côté de vous, François Candelon. Bonjour François également. Bonjour. Partenaire chez Seven2 et Alexandra Iteanu. Bonjour maître Bonjour. Iteanu, avocate au barreau de Paris. Alors on va confronter nos points de vue, notamment sur Grok. Je vous demanderai de sortir vos cartons rouges, vos cartons verts pour savoir si vous êtes pour ou contre une suspension, puisque la Commission européenne a lancé une enquête et qu'on entend des voix qui réclament cette suspension. Qu'en pensez-vous? On va aussi parler de la Chine qui aurait demandé à ses entreprises de ne plus utiliser de logiciels de cybersécurité occidentaux, en particulier américains et israéliens. C'est une source Reuters qui devrait ou non nous inspirer, nous, Union européenne. Je vous demanderai là aussi votre avis. Mais on commence avec, comment ne pas en parler, cette loi qui a été adoptée en première lecture avec une large majorité sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Alors, est-ce que c'est le satisfecit total? Pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Florent Souillot. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le président de l'association Lève les yeux, qui est membre du collectif Attention, aux côtés de 10 autres associations. Vous êtes aussi co-auteur avec Yves-Marie de La Guerre de l'Attention, qui est paru aux éditions de L'Échappée. Alors ce collectif Attention, il a mené une opération le week-end dernier, samedi, je crois précisément, les 4e assises de l'attention. Et j'imagine que votre sujet principal, c'était cette loi sur les réseaux sociaux? C'était un des sujets, c'était pas le principal, on en a évidemment parlé, mais il y en avait plusieurs. On parlait pas mal des villes, notamment. On a des choses qu'on propose au niveau des villes pour les prochaines élections municipales. Donc le thème, c'était surexposition aux écrans, que peuvent les villes? Effectivement, on a parlé de cette loi qui, à l'époque, allait être débattue à l'Assemblée. Quand, Elle quand l'a vous été dites, lundi. quand vous dites les villes, c'est-à-dire vous vous adressez à qui? Les décideurs publics locaux, les mairies, les élus? Exactement. Là, c'est les candidats aux élections municipales de 2026. On a une charte qui s'appelle Plus d'humains, moins d'écran, qu'on leur propose dans toute la France. Donc, il y a déjà pas mal de candidats qui ont signé. Tout est disponible en ligne sur le site du collectif. Et ce sont des mesures qu'on peut prendre localement, puisque à l'échelle nationale ou européenne, c'est des choses sur lesquelles on a parfois du mal à agir rapidement. Oui, ça c'est certain. Est-ce que vous êtes totalement satisfait là, de ce vote à l'Assemblée nationale? Ah, ben, on est en partie, c'est-à-dire que nous, on est pour cette loi, on a travaillé, ça fait plus de 10 ans qu'on est des associations qui sont engagées sur ces questions et qu'on alerte sur les problèmes de la surexposition aux écrans, des réseaux sociaux, des smartphones, de l'IA, Pourquoi enfin vous bref. dites en partie alors? En partie parce que, alors ça va dans le bon sens, mais on est persuadé, et on le sait déjà, que ce ne sera pas suffisant. De toute façon, une loi ne va pas résoudre tous les problèmes d'un coup, Ouais. par un coup de baguette magique. Donc c'est une vraie bascule néanmoins, donc il faut le saluer. C'était pas évident il y a quelques mois encore. Il y a quand même eu un revirement politique assez radical de notre président sur le sujet. Donc on le salue, on les félicite et on estime que maintenant il va falloir être attentif à la fois aux conditions d'application de cette loi et au fait que par définition elle ne sera pas suffisante parce que elle sera évidemment contournable, elle réglera pas tout. Mais néanmoins, c'est une loi très importante, c'est une loi qu'on appelle éducationnelle, c'est-à-dire que c'est une loi symbolique qui parle aux familles et aux parents, qui va redonner de l'air aux adolescents qui souffrent aujourd'hui et qui va remettre de la cohérence sur ces questions. Éducationnel, je ne sais pas si l'interdiction est éducationnelle, mais je sais que vous tenez à ce sujet de la déconnexion, hein, du retrait nécessaire aux écrans. Un petit tour de table sur... alors, Alexandra, on en a déjà parlé Oui. ensemble dans ce débrief, donc je vais peut-être m'intéresser là à l'opinion de Dorothée et de François. Bah, en fait, on peut être effectivement très positif sur un corpus qui viendrait protéger les jeunes, à la fois en termes de société civile, parents, on est évidemment favorable. Après, il va falloir trouver la réalité technologique pour accompagner cet ensemble. Et c'est une dimension européenne qui est souhaitable pour éviter que la France soit isolée dans une démarche qui ne pourrait pas soutenir ou être soutenue au-delà de nos frontières.
Et effectivement, nous, on est très favorable à travailler sur les questions technologiques qui vont devoir se poser, Par notamment exemple, sur la solution de vérification de l'âge. absolument, et aussi s'assurer que toutes ces données soient opérées par des tiers de confiance souverains, puisque, encore une fois, c'est l'identité de nos enfants, ça doit relever d'un cadre réglementaire conforme également à nos valeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de reporter le problème. Et enfin, il faut aussi continuer de travailler le volet éducationnel, former nos jeunes, les éduquer à la chose sociale et continuer toutes ces actions. Parce qu'on a Qui besoin sont- de former au numérique. Alors, je ne sais pas comment Florent entend ça, mais on a besoin aussi. Ah ben, Bien sûr, je suis d'accord, hein, bien sûr. Ouais. on Il continue. faut faire les deux. Il faut vraiment faire les deux. Faut pas, enfin, je veux dire, on apprend à conduire et on a un code de la route qui vous interdit de griller les feux. C'est pareil. Mhm. Il C'est faut ça. faire les deux. François Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Dorothée. Parce en Chine, en fait, ils ont depuis 2021 mis en place ce type d'approche. Alors, on avait même imaginé reprendre l'idée du couvre-feu en Chine. C'était quand même un petit peu... Oui, alors c'est de 6h à 22h, c'est 40 Covid. minutes. Et c'est avec du contenu éducationnel. Et moi, j'aime bien ce que dit Tristan Harris du Center for Human Technologies quand il dit, en fait, il y a 2 TikTok, c'est les épinards en Chine et c'est l'opium dans le reste du monde. Mais ça a un coût qui est par rapport, et je suis tout à fait d'accord avec la question des valeurs, puisque le prix à payer, entre guillemets, c'est regarder effectivement l'identification des individus. Donc, il y a une base de données de reconnaissance faciale. On va sur les sites uniquement avec son identité réelle. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et donc, c'est vraiment une question de valeur que l'on peut avoir. Ouais, et Dorothée, d'ailleurs, je voulais vous faire réagir là-dessus parce que ça pose des questions de cybersécurité. La vérification de l'âge, beaucoup de personnes, à juste titre, sont inquiets de l'ensemble des internautes va devoir s'identifier à chaque fois sur ces plateformes. Alors effectivement, on a avec des données ultra sensibles. On a effectivement des questions d'identité. On parle effectivement des wallets européens. Et il y a déjà aujourd'hui, on utilise tous les jours des systèmes de reconnaissance de notre identité, même pour nos démarches de type service administratif. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit les plateformes qui opèrent, mais il faut réellement qu'il y ait un encadrement, une norme européenne opérée par des acteurs qui finalement relèvent des institutionnels pour pouvoir justement opérer et pourquoi pas faire des passerelles utiles avec d'autres systèmes qui font l'objet de notre quotidien pour s'assurer que nos identités sont gérées par des tiers de confiance respectant nos valeurs et avec le cadre de protection de cybersécurité adapté. Donc, il faut réellement sortir la question de l'opération. Failles, toutes les données personnelles qui fuitent partout, tout le temps. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est un autre sujet. C'est le side effect, effectivement, qu'on va devoir gérer avec cette question-là. Après, sur la protection aussi sur les plateformes, il faut aussi probablement, Maître Iteanu reviendra peut-être dessus, mais ne pas avoir peur d'appliquer le DSA et le DMA et de faire aussi le levier sur les plateformes. On est en train aussi d'essayer de trouver des voies de contournement parce que les plateformes deviennent le Far West. On se doit aussi d'imposer ce numérique à nos valeurs et de faire enlever tous ces contenus qui sont litigieux et qui, dans le droit courant, dans le droit constant, ne pourraient pas être dits dans la rue sans aucune conséquence. Totalement. Alexandra. C'est exactement le slogan de la commission sur le DSA. Ce qui est illégal en ligne devrait l'être aussi hors ligne. Enfin, hors ligne devrait l'être en ligne. Et je veux juste revenir sur la question de la vérification d'identité. Oui, mais ce qu'on a le droit de faire, je ne sais plus qui m'a dit ça encore hier, et c'est vrai, parce que moi, ce parallèle, il me gêne. Parce que c'est pas comparable, certaines situations sont pas comparables, et puis dans la vraie vie j'ai le droit de faire certaines choses que je ne pourrais plus faire désormais dans le numérique. C'est quelque chose d'intéressant ce que vous dites, parce que vous dites dans la vraie vie, mais en fait il faut arrêter de penser que le virtuel n'est pas la vraie vie. Oui, non, mais quand on dit il faut pénaliser de la même façon ce qui est illégal dans la vie physique, si vous voulez, et dans la vie numérique, quand on est sur des services en ligne, il faut aussi penser à l'autre chose, qu'aujourd'hui je suis capable de marcher dans la rue, rentrer dans un café, tout ça sans sortir en permanence ma carte d'identité. Oui, et d'ailleurs, on s'éloigne de l'Internet des années 90-2000, c'est-à-dire où il y avait un anonymat, une liberté. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est tout le monde va devoir donner son identité, en fait. Oui, donc, ça ne va pas être que les jeunes. Donc,
Et on sait que c'est toujours sous couvert au début de la protection des droits, etc., mais qu'on peut glisser doucement vers quelque chose qui sera de la surveillance. voilà, de Doucement ou pas l'ultra-surveillance. très doucement, Ouais, d'ailleurs. mais c'est comme les programmes américains de surveillance, ça part toujours de l'antiterrorisme, etc., mais on voit que ça va toujours au-delà. Donc. Florent, je voulais aussi vous faire réagir sur ces sujets-là qu'on vient d'aborder en plateau, mais plus particulièrement sur le fait que là, on interdit finalement aux enfants de se connecter. Qu'est-ce qu'on interdit aux plateformes? Enfin, ça, c'est un sujet aussi de s'adresser de manière, comme le disait Dorothée, courageuse aux Oui. plateformes. J'ai noté d'ailleurs, vous précisiez que dans votre collectif, il n'y avait que des associations, le collectif Attention, il n'y avait que des associations indépendantes de l'industrie numérique. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y a un lobbying aujourd'hui, y compris sur ces sujets de prévention? Oui, c'est pas une impression, hein, c'est documenté, il y a des articles, des financements sont même affichés par des acteurs de la prévention, donc c'est pas du tout qu'une impression. Ouais. Aujourd'hui, le numérique est un marché énorme, hein, évidemment, on parle des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est, on va dire, la caricature, qui financent des laboratoires de recherche ou des associations de prévention. Donc comme c'est un peu le début de l'histoire sur ces sujets-là, même pour nous, ça nous paraît ancien, mais pour pas mal d'autres gens, ça paraît plus récent. Vous avez encore des associations de prévention financées par l'industrie du numérique. Donc, c'est comme si vous aviez des assos de prévention du tabac financés par des cigarettiers. Donc, nous, on est un collectif d'assos indépendante, c'est-à-dire qu'on a des chartes, on affiche clairement nos financements et on refuse absolument toute participation financière des industriels du numérique. On plaide pour que, justement, l'État finance durablement avec un outil transparent, la prévention indépendante. Ça peut être en taxant précisément les GAFAM et en reversant par un fonds de dotation une partie de cette taxe pour la prévention. Il y a C'est ce qu'on- ça, c'est ce il y a qu'on propose. aussi. Enfin, moi, je pense que la vraie Bonsoir. difficulté, elle est sur les algorithmes d'addiction. Ouais. Et que ce qu'il faudrait effectivement pousser, c'est probablement s'assurer. Et alors, après, il y a la question de ça. l'identification des individus. Comment est-ce qu'on enlève ces algorithmes d'addiction? Je disais, Peut-être qu'on l'opium pourrait par les rapport. interdire si on décide que On c'est pourrait les sujet interdire. d'addiction, Enfin, les ouais, interdire, oui. mais en tout cas, au moins pour les et jeunes. avoir une Ouais. transparence sur les algorithmes. Ouais. Oui, Parce une que transparence on sur les pourrait voir comment algorithmes. ça fonctionne. Ouais. Le sujet, Ouais, oui, Ouais, complètement. c'est gros sujet. le gros sujet. Merci beaucoup, Florence Souillot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de l'association Lève les yeux, membre du collectif Attention. Merci d'avoir été avec nous Merci pour à ouvrir vous. ce débrief. Nous, on continue, on reste sur les plateformes en quelque sorte, puisqu'on va parler du chatbot IA du réseau social X, en l'occurrence Grok, qui est sous le coup d'une enquête de la Commission européenne. Alors, on entend des voix, notamment, je voulais signaler celle de David Corman, qui est un député européen, engagé sur ces questions du numérique et qui dit bah non mais là il faut suspendre X, il y a pas de discussion. Qu'en pensez-vous? Allez, suspendre Grok, pardon. Suspendre Grok ou pas? Oui ou non? Ah, alors, le oui, c'est vert. Oui c'est vert, non. Ok, donc on est quand même Allez. Dorothée, ouais. Vous pensez qu'il faut suspendre le chatbot, Le temps de l'enquête. le temps de l'enquête? À un Oh, moment vous savez, donné, non. c'est pas grave. Au moins, en fait, je prends comment dire, je me fais l'avocat du diable. En fait, on a toujours tendance à effectivement laisser faire tout en ayant des enquêtes. Alors, je suis pas une experte de la procédure. C'est surtout que ça envoie le message qu'on peut toujours continuer à faire des choses délictuelles, contraires à nos valeurs, et que finalement, ça donne le message sur Un laisser-faire. sur un laisser-faire Ouais. qui n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, effectivement, on lance une enquête, mais qui, pour les gens qui l'utilisent, se disent de toute façon, c'est pas grave, je peux continuer. Et en fait, mettre des freins, ça pourrait être le moyen d'envoyer des messages pour dire que le sujet est pris, le sujet est en cours de traitement, et donc, à minima, d'essayer de faire évoluer les choses dans un temps court, plutôt que de voir un petit peu de façon récurrente des plaintes, des amendes, et finalement assez peu d'effets derrière dans les modifications de réglementation, dans les systèmes même de nos algorithmes. Et il faut qu'il y ait des messages forts, un petit peu à l'image de ce Aussi qu'on a vis-à-vis fait pour des utilisateurs en fait, parce que c'est vrai vis-à-vis que des utilisateurs. moi je me suis dit l'amende, on devrait tout de suite mettre une amende, hein. Ouais. L'enquête et tout ça, ok, on a constaté, donc amende. Et là on frappe au portefeuille et ça fait mal. Mais vous avez raison, c'est pas visible du côté des C'est ça. utilisateurs. Donc, juste en matière de communication, à l'image un peu de la séquence de Shine qui s'est faite, de un moment donné, pour réveiller aussi les utilisateurs et de se dire et de les questionner sur finalement ce qu'ils en font.
et parce qu'ils sont aussi acteurs de ces déviances. Alexandra, Totalement. pourquoi pas de suspension? Parce que c'est comme pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est aussi un aveu qu'on n'arrive pas à appliquer. On a tout un panel de règles. Ils auraient dû se conformer au DSA. Il y avait des obligations d'évaluation des risques systémiques qu'ils n'ont pas fait, des obligations de rapport qu'ils n'ont pas mis en place. Il y a aussi l'AI Act. Donc toute cette réglementation, en suspendant, c'est aussi l'aveu qu'au final, on est impuissant et qu'on réglemente, mais qu'au final, c'est pas appliqué. Et Elon Musk, on le sait, il le dit. Alors, Grok a été quand même... Non, X a été condamné en décembre 2025 Oui. à payer 120 millions d'euros déjà. On sait que là, il y a une nouvelle enquête qui est en cours, il va y avoir une nouvelle amende, mais effectivement, c'est sûr que c'est pas suffisant. Non, mais François. là, je suis tout à fait d'accord sur la On s'est nécessité. laissé convaincre. Non, Ouais. non, je suis d'accord. Parce que j'avais pas. C'était pour un X versus Grok. Je pense qu'il y a une nécessité d'être d'accord avec nos valeurs. Et ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les entreprises, les hyperscalers qui vont pouvoir donner et représenter ces valeurs européennes, mais même aux États-Unis. Le mois dernier, j'étais à San Francisco et je discutais avec le sénateur Scott Wiener, qui est au niveau du Sénat de Californie, celui qui a écrit le projet de loi sur l'IA et qui était fou par rapport à l'executive order de Trump qui dit il faut avoir quelque chose au niveau fédéral. Et il était d'accord pour dire effectivement qu'il faut que ce soit au niveau fédéral, mais en fait, il n'y a aucune agence aujourd'hui au niveau fédéral qui peut s'emparer du sujet. Donc, de fait, c'est une absence de réglementation. Eh oui. Et je reviens aussi sur la question des valeurs et le by design. Alors, si on prend DeepSeek, ils ont by design intégré le fait qu'il pouvait y avoir de la censure. Donc, je pense que nous devons, la vraie question, elle est qu'est-ce que nous faisons en Europe et qui va nous représenter et qui va représenter les valeurs européennes? Parce qu'il faut reconnaître que la question de la liberté d'expression est aussi à des différences culturelles. Aux États-Unis, la liberté d'expression dit on peut dire n'importe quoi et on doit pouvoir le dire. En Europe, il y a des choses où, alors je ne suis pas juriste comme vous, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, le négationnisme, Voilà. des choses comme ça. Donc, défendons nos valeurs. D'autant, pardon. Alexandra Dorothée, vite Juste fait, très concrètement, avant qu'on passe à la l'utilisateur Chine. a des moyens de porter plainte, ceux qui ont été, c'est peut-être important de le dire, ceux dont les images ont été utilisées, etc. Il y a des moyens normalement sur les plateformes, première étape de signaler ces contenus. Si ça ne marche pas, vous pouvez porter plainte auprès de l'Arcom. C'est Ouais. important de le dire. Sur Oui. le site de l'Arcom, vous y allez, il y a un mail qui est donné et eux peuvent adresser ces plaintes au parquet. Donc c'est important, je pense, de le signaler. Absolument. Absolument. Dorothée, vous voulez Oui, dire une quelque initiative qui a été lancée à Davos, c'est un nouveau social qui s'appellerait W, et finalement qui est d'origine européenne pour essayer finalement d'amener une réponse. En tout cas, c'est une initiative à suivre pour voir si ça va prendre de l'ampleur et finalement avoir un outil européen finalement pour les réseaux échanger sociaux aussi et pour les réseaux sociaux. pour les chatbots d'IA, là aussi on a des offres possibles, open source, en tout cas tout le monde y travaille. Maintenant, Peut-être juste, alors, le problème c'est que les utilisateurs, et pour l'instant, n'y sont pas. Non, je voulais juste mentionner, j'avais fait, alors c'était en 2024 avec DeepSeek, le chat de Mistral et ChatGPT, Ouais. où j'avais demandé est-ce que Voice of America était un outil de propagande? Et donc, le chat et DeepSeek avaient eu une réponse assez équilibrée. Et ChatGPT, à l'époque, donc on est en 2024, je ne l'ai pas refait depuis, disait que pas du tout, puisque les États-Unis ne faisaient jamais, pas de propagande, mais juste pousser les idéaux de liberté. Ouais. Bah oui. Donc les valeurs, non mais Bon, nos faut pas valeurs toujours sont croire en ce que jeu. disent les Nos valeurs chatbots sont d'IA, en jeu. Nos valeurs sont en jeu. Moralité. Ok, merci pour ce sujet. Je propose qu'on passe à la Chine. Mais en fait, dans les deux autres sujets, on a prononcé déjà le nom de ce pays. La Chine aurait demandé en fait à ses entreprises de ne plus utiliser de logiciels de cybersécurité en listant une douzaine d'entreprises américaines israéliennes. Le motif, c'est la sécurité nationale. Voilà, donc avec la crainte que ces logiciels servent de collecte d'informations, de données sensibles à l'étranger. C'est une source Reuters, donc qui n'a pas été encore officiellement confirmée. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que nous, l'Union européenne, on devrait s'en inspirer? Est-ce qu'on devrait se méfier des logiciels cyber extra-européens? Et deuxième question, et qui s'adresse directement peut-être à Dorothée de Krupp autant que Exatrust, quel est déjà notre niveau de dépendance dans la cyber? Alors, d'une manière générale, l'étude Asterès démontre qu'on est dépendant à 83% de logiciels extra-européens et principalement américains. Donc, Parce qu'on connaît le taux de dépendance dans le cloud, on n'en parle pas souvent, je trouve, dans la cybersécurité. Alors, dans la cyber,
Je pense que l'étude Asterès a aussi fait justement relève sur le logiciel professionnel. Donc, Alors, est-ce qu'on peut aller également plus précisément sur la cybersécurité? sur la cyber, j'ai pas le chiffre. On n'a pas Il y de a mémoire. un rapport de la Cour des comptes de septembre 2025 sur la souveraineté appliquée au système d'information de l'État, qui est très complet sur ces sujets-là et qui explique que notre dépendance, elle n'est pas que sur le software, mais elle est aussi sur le hardware, en grande partie, et qui liste tous les fournisseurs. Donc, je vous invite à lire ce rapport, qui est très, très complet sur ces sujets-là. Mais sur ces technologies qui sont embarquées dans les logiciels de cybersécurité, vous avez quand même une vision aujourd'hui du marché. Est-ce qu'elles sont principalement américaines? Alors, en tout cas, quand vous reprenez ce qui existe dans le Gartner, ce sont souvent effectivement des marques américaines, israéliennes. Et effectivement, on rencontre une difficulté en Europe, c'est de croire à sa propre industrie. C'est-à-dire que on a, donc pour répondre éventuellement à la question, est-ce qu'il faut s'en inspirer? Je pense que des prises de conscience ont été faites. On parle beaucoup de souveraineté en France. Néanmoins, aujourd'hui, il faut que ça se traduise par des actes d'achat. On pense toujours que privilégier l'industrie française et européenne, ça serait de faire de l'anti-américanisme primaire. Au contraire, promouvoir sa propre industrie sur laquelle l'État finance des projets, l'État met beaucoup d'argent, c'est plutôt se créer des leviers de croissance, se créer des leviers de confiance, puisqu'effectivement, derrière, entre la gestion des grands éditeurs de cybersécurité, la gestion des données qui passent par ces systèmes, et donc avec, après, la question d'extraterritorialité du cloud, enfin des données qui pourraient être gérées dans ces pays, il y a toute une chaîne de valeur effectivement à promouvoir en France et en Europe. Et effectivement, aujourd'hui, on considère que si aujourd'hui on réorientait juste 15% du marché, on créerait à échéance 10 ans environ 690 milliards d'euros et 500 000 emplois en Europe. Donc en fait, on a aujourd'hui des éditeurs qui sont reconnus par l'ANSSI, ils ont tous les visas de sécurité. Pour certains, ils ont même des reconnaissances de certification dans d'autres pays européens. Il faut juste qu'on arrête ce narratif négatif que notre industrie ne serait pas au niveau. Il n'existe pas d'équivalent, d'alternative. Nous, on a mis en place sur notre site internet Exatrust l'Exasearch, c'est-à-dire vous donnez votre partenaire extra-européen, on vous propose une alternative européenne. Et aujourd'hui, on a démontré aussi, en décembre dernier, on a lancé le Cyberpanorama en partenariat avec le CESIN, donc ce sont le club qui rassemble les utilisateurs français. Et on a dénombré déjà 300 entreprises dans ce cyberpanorama. Donc, il nous manque effectivement des stacks techniques qui sont historiques. Néanmoins, aujourd'hui, dans notre équilibre, pour exister en tant que pays souverain, en tant que pays qui a une ambition européenne, il faut ouvrir le carnet de commandes ouvrir le carnet de commandes, seuls les eurocomptes. Je ne vous ai pas fait voter, mais vous pensez qu'il faut qu'on suive le modèle de la Chine en interdisant, donc non rouge, je rappelle, vert oui, en interdisant l'utilisation de logiciels de cybersécurité extra-européens? Alors, moi, je dirais qu'il faut promouvoir. Que des cartons rouges, mais il y a un peu de vert quand même. Je trouve que l'interdiction, d'abord, on ne peut pas complètement interdire, parce qu'on en a quand même besoin, on a une dépendance. Mais moi, je suis plutôt optimiste, parce que quand vous voyez qu'hier, la première ministre danoise a dit qu'elle pensait maintenant à prendre des armements qui ne seraient pas des armements américains, c'est un choc culturel, c'est majeur. Il y a eu un moment Groenland. Donc, il faut, à partir de là, pousser. Alors, il y a un autre proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans et le deuxième est aujourd'hui. On a le rapport Draghi qui n'a pas été, qui a plutôt soutenu et été relégué dans des armoires. Il est temps de le ressortir et de s'y mettre. C'est d'ailleurs nous ce que l'on essaie de faire chez Seven2 en essayant d'avoir des alternatives souveraines dans le CICAS avec Odigo. Dans ce que vous recommandez aux entreprises? Non, mais il faut qu'on construise effectivement des offres souveraines. Donc nous, on promeut ces entreprises et on a des pépites. Donc il faut effectivement que l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'investissement à la puissance publique promeuvent
ces utilisations. Mais On j'ai a des l'impression talents. qu'on reste dans le discours. Hein. Alors, C'est je sûr que les pense que là, industriels, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, mais quand je vois le Ça vote EUCS, bon, Ouais. fait pas partie de nos sujets, mais donc qui, au niveau européen, à travers le Cyber Security Act, n'intègre pas d'option d'immunité aux lois extraterritoriales pour l'hébergement de données sensibles. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas encore pris la mesure. On n'a pas encore Des passé enjeux, le cap. on est En d'accord. fait, les industriels, aujourd'hui, ont désormais d'actes concrets. On est bientôt au mois de février. Ils ont besoin d'actes d'amour. Ils ont besoin d'être Voilà. soutenus par les acheteurs. Et chaque euro C'est le mois de compte. l'amour, il y a le 14 C'est ça. février qui arrive. Et effectivement, on est aujourd'hui à une table géopolitique un petit peu compliquée. On est dans des moments un peu engageants. Ouais. Si on n'est pas invité au dîner, c'est qu'on est au menu. Et aujourd'hui, l'Europe, pour l'instant, fait plutôt partie du Alexandra. menu que de l'invité. Ouais. Non, on parle beaucoup de souveraineté, il n'y a pas vraiment de définition politique, juridique, etc. Moi, je pense que c'est surtout responsabiliser les acheteurs, mais pas que les services publics, parce qu'on Non. sait que par exemple, l'État, Le privé avec Health également. Data Hub, donne à Microsoft, bon, il y a l'exemplarité de l'État, mais il y a aussi nous, en tant qu'utilisateurs, je parle des entreprises, mais aussi des utilisateurs personnes physiques, on devrait être amenés à choisir ces solutions-là, et pour ça, il faut quand même un peu aussi encore de pédagogie, on en parlait au Ouais. début, de communication, Et nous, c'est ok, compliqué, c'est hein, de tout compliqué. changer. Nous, il y a les questions de réversibilité, de portabilité qui sont pas évidentes, Ouais. mais qui vont être normalement simplifiées avec le Data Act, en tout cas qui vont dans ce sens-là. Et nous, en tout cas au cabinet, c'est vrai qu'on a des acteurs qui viennent nous voir en disant on veut des outils souverains, mais on ne sait pas trop vers qui se tourner, etc. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait peut-être plus communiquer. Et l'initiative d'Exatrust d'avoir sur son site la possibilité de choisir autre chose, nous c'est quelque chose qu'on va sûrement engager nos. Rappelez-nous nos le nom travailleurs à utiliser. Ça s'appelle ExaSearch, c'est sur notre site ExaTrust et ça vous permet de faire un ExaSwitch. Donc en fait, de switcher d'une techno extra-européenne à une techno française ou européenne, justement parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et que on peut casser les idées reçues dans beaucoup de domaines. Beaucoup parlent. Mais alors, on a quand même dit non a priori à l'unanimité autour de cette table à interdire les logiciels cyber qui seraient extra-européens. Mais en même temps, ça veut dire que tant qu'on ne prend pas de mesures fortes, peut-être qu'il faut quand même prendre cette décision dans certains domaines pour un certain type d'administration, par exemple, d'institution. Il y a évidemment... Ça, c'est en cours aussi. Dans le cadre de... Vous êtes optimiste? Non, je suis assez... Oui, j'essaie d'être optimiste parce que même si c'est dans le discours, vous pouvez voir qu'il y a... avec le ministre des Affaires étrangères espagnol, il parlait d'autonomie stratégique. Maintenant, il parle de souveraineté. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça prend du temps, mais je suis assez optimiste dans cette démarche. On a besoin d'agir au niveau européen, c'est compliqué, et il est clair qu'il y a une demande d'ingérence. Il y a la solution de facilité qui est américaine, et il y a des forces très fortes qui nous poussent. Oui. Un mot pour les données sensibles, il y a quand même la loi Strain qui est entrée l'année dernière et qui oblige l'État pour les données sensibles à aller vers des acteurs qui n'ont pas y compris sur les logiciels concrètement, de cybersécurité. Il y a des surtout normalement c'est sur l'hébergement, c'est sur l'hébergement. Voilà, parce que là c'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas souvent. C'est pour ça que ça me semblait intéressant de l'aborder. On parle des logiciels de cybersécurité. Et ça, pour l'instant, c'est... C'est-à-dire qu'on aurait pu essayer de profiter du projet de loi résilience, même si, à l'époque, ça ne figure pas dans la directive, en tout cas d'amener vers une préférence européenne, ou en tout cas vers des propositions d'utiliser des solutions labellisées, certifiées, notamment par l'ANSSI, ce qui conduit quand même à... promouvoir quelque part tous les acteurs français qui ont fait cet effort. On a du mal à faire aboutir ce texte sur cette question d'orientation et de vision industrielle, de réduction de dépendance. Continue. Absolument. Avec Dorothée Decroc, notamment d'Exatrust, François Candelon également de Seven2 et Alexandra Etianu, plus que jamais, notre avocate. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, donc en direct à 10h45 comme tous les jeudis. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, il y aura une autre émission Smart Tech. Ce sera lundi. À très vite.